C'est Si et Pris, un thriller à suspense de Facebold, Tom Dix, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Dans l'ensemble, Vinny appréciait son boulot. Ce n'était pas un métier prestigieux, même dans les bas-fonds du crime, mais c'était justement ce qui lui plaisait. Pas de prime sur sa tête, pas de cible dans le dos. Tant qu'il restait discret, on le laissait tranquille. Et si jamais ça chauffait trop, comme à Boston, il lui suffisait de lever le camp. En attendant, il se faisait un bon paquet de fric avec des missions plutôt pépères. Une belle vie de voleur, en somme. Aujourd'hui, le boulot serait encore plus facile que d'habitude. Le gang n'avait plus besoin de chiens de combat pour le moment. Fini les gilets pare-balles, les tasers, les colliers à pointe, et surtout, plus besoin de se demander si le klebs qu'il kidnappait allait lui sauter à la gorge. Il se souvenait d'avoir lu une histoire sur un dingue de l'Arizona qui lâchait des chiens sur les gens pour les déchiqueter. Pas son truc ça, non monsieur, pas bon pour Vinny. Aujourd'hui, rien de tout ça. Le gang voulait des chiens d'appât, des petites boules de poils inoffensives qui ne feraient pas de mal à une mouche. De préférence des bestioles qui ne feraient même pas peur à une mouche. Ça arrangeait bien Vinny. Les chiens d'appât rapportaient moins, mais il pouvait en choper 4 ou 5 par bonne nuit. Les chiens de combat, c'était toujours un par un, et le taf était bien plus casse-gueule. Il déambule dans le quartier en sifflotant. Pas de souci à se faire pour les badauds. C'était le genre d'endroit où les gens portaient des œillères. Ceux qui ne les regardaient pas ne pouvaient pas leur nuire. L'attitude typique des cités, et ça faisait bien l'affaire de Vinny. Ça ne voulait pas dire qu'il pouvait se la jouer flagrant délit, mais il pouvait bosser sans craindre qu'un voisin fouineur n'appelle les flics. Vinny avait repéré le quartier depuis quelques semaines, et il savait que le proprio ne rentrerait pas avant plusieurs heures. Connaître son terrain, c'est payant. Et ça, Vinny savait faire. À Boston, ces infos lui avaient valu une place plutôt confortable dans la famille Franco. Il ne vendait plus de tuyaux maintenant, mais il aimait toujours être au parfum. Savoir des trucs, c'est ce qui permettait aux types comme lui de rester en vie. Il arrive devant la maison et remarque le grillage qui entoure le jardin. Un coup d'œil à droite lui confirme que la même clôture entoure aussi l'arrière-cour, séparée par un portail en bois délabré. Il tapote la pince coupante dans sa poche et continue sa route. Au bout de la rue, il tourne à droite, puis encore à droite. Les maisons de la rue Baker sont séparées de celles de la rue Grant par une bande de terrain de 2 pieds de large qui servait autrefois de fossé de drainage en béton, mais qui n'est plus qu'un fouillis de mauvaises herbes d'1,50 m poussant dans les fissures. Vinny bénit son goût pour la marche et l'alcool fort qui lui ont gardé une silhouette svelte. Il se faufile entre les parcelles et se fraye un chemin jusque la maison qu'il vise. Le chien l'attend dans l'arrière-cour. C'est un joli petit cocker spaniel au pelage doré et brillant, presque comme un cavalier King Charles, avec ses yeux expressifs et joyeux qui font la renommée de la race. Elle entend l'étrange humain approcher et se lève pour lui jeter un coup d'œil intrigué. Le cocker penche la tête. « Hé, ma belle !» dit-il avec un sourire en sortant la pince coupante de sa poche. « T'es vraiment mignonne. Et si petite en plus. Tu dois pas peser plus de 5 kilos. Tu vas faire un délicieux amuse-gueule pour un de ces gars. » En parlant de friandises, il interrompt son découpage du grillage et sort de sa poche un biscuit au bacon. Pour les chiens, c'était comme des bonbons et celle-ci ne faisait pas exception. Elle dresse les oreilles, enfin autant qu'un cocker spaniel peut les dresser, et s'approche timidement de Vinny. Vinny lève les yeux vers la niche dans un coin de la cour. Le nom du chien est inscrit en gros sur le dessus. Il sourit et dit « Allez Macy, viens là ma belle, tu veux une friandise ?» Macy penche à nouveau la tête, perplexe. Comment cet humain connaissait-il son nom? Il brandit le biscuit et dit « Tu veux du bacon, Macy ?» Macy s'égaie à nouveau et s'approche en trottinant. C'était un gentil humain, comme les enfants qu'elle rencontrait parfois au parc à chiens. Il voulait juste lui donner une friandise, lui gratter les oreilles et lui dire qu'elle était une bonne fille. Pas de quoi s'inquiéter. Il lui lança la friandise qu'elle attrapa au vol avant d'aboyer fièrement. Vinny sourit et en sortit une autre. « Celle-ci sera pour mon retour, » dit-il. Quelques coups de cisaille supplémentaires suffirent à réparer la clôture et Vinny donna à Macy la récompense promise. Il rangea son outil et posa son sac à terre. Macy était un petit chien d'une dizaine de kilos. Une faible dose suffirait à l'assommer. Une demi-pilule ferait l'affaire. Vinny ouvrit délicatement l'une des pilules blanches et versa la moitié de la poudre sur un petit papier à rouler. Cela faisait bien 15 ans qu'il n'avait pas fumé. Vincent Mariano n'était pas amateur de cancer, mais ce matériel que la police appelait attirail lui était fort utile dans son travail. Il fouilla dans son sac pour prendre la dernière friandise, un petit gâteau au beurre de cacahuète qui avait la cote auprès de tous les chiens, du chihuahua au dog. Il fit soigneusement un trou au centre du gâteau, y déposa la poudre, puis recouvrit le tout de beurre de cacahuète. «
Allez, Messi, dit-il, voici un délicieux. Il s'interrompit en apercevant une paire de bottes noires. Il leva les yeux et vit que leur propriétaire portait également un masque de ski noir. Des gants noirs, un t-shirt noir et un masque noir évoquant un loup, et un collier électrique noir dans sa main droite. Merde, lâcha Vinny. Il tenta de se relever, mais l'inconnu lui passa le collier autour du cou. Hé, s'écria Vinny, qu'est-ce que... Ces mots furent étouffés par une décharge électrique qui lui crispa la mâchoire et le raidit comme un piquet. Il frissonna tandis que 50 000 volts lui ôtaient tout contrôle sur son corps. Le courant s'interrompit et il s'effondra, haletant et secoué de spasmes. « Quoi » balbutia-t-il. « Qu'est-ce que... » L'électricité le traversa à nouveau, lui serrant les dents une fois de plus. Il sentit le goût du sang et réalisa qu'il s'était mordu la langue. Le courant cessa et une voix étouffée demanda « Où ?»« Quoi » toussa Vinny. « Où quoi ?» L'inconnu leva une petite télécommande et ajusta tranquillement un réglage. « Hé, attendez, dit Vinny. S'il vous plaît. » Ses supplications furent coupées net par une nouvelle décharge, nettement plus puissante que les précédentes. Quand elle cessa, Vinny sentit son cœur tressauter avant de reprendre à contre-cœur son rythme. C'était vraiment mauvais. « Où ?» répéta l'étranger. Vinny réfléchit à toute vitesse. Que pouvait-on bien vouloir savoir de lui ? Ça devait avoir un rapport avec le gang. S'il connaissait les Vinny, c'était forcément lié au combat de chiens. Alors, où ? L'étranger leva à nouveau la télécommande et Vinny oublia toute réflexion. Oublia tout sauf sa survie. Il garde les chiens dans un vieil entrepôt sur Jackson Street. Les combats ont lieu un peu partout, dans des arrière-cours en général. Il m'engage pour récupérer les chiens. Je ne les entraîne pas, je ne les fais pas combattre. L'étranger acquiesça. Merci. Il ajusta à nouveau le réglage du collier, tournant un cadran dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que Vinny entende un déclic. « Mec, gémit-il, j'essaie juste de gagner ma vie. » Ce furent les derniers mots de Vincent Mariano. L'homme appuya sur un bouton et une vague de chaleur liquide se déversa du collier dans le cerveau de Vinny. Ses yeux se révulsèrent et ses dents s'entrechoquèrent comme celles d'un jouet mécanique. Ses membres tambourinèrent le sol et une odeur de brûlé emplit ses narines tandis que la peau de son cou fondait. Le collier s'arrêta, tout comme le cœur de Vinny. Sa tête bascula sur le côté et la dernière chose dont il eut conscience fut Messi qui trottinait joyeusement vers sa niche, le petit gâteau dans la gueule. Chapitre 1er. Eh Bold, lança Decker. Je parie $10 que je mets Gutiérrez dans mon lit avant la fin de la semaine. Faith ricana. Disons plutôt 100. Tu n'as même pas réussi à convaincre Gart. Gart, un colosse d'1,85 m pesant 125 kg, adepte du tir à la hanche avec son M249 et capable de plier une barre d'acier comme un bretzel sous les yeux de Faith, jeta un regard moqueur à Decker. « Je ne suis pas regardant, » rétorqua Decker. « Sois gentil avec moi, mon gros, et je ferai tout ce que tu voudras. » Ils éclatèrent de rire, et Gart répliqua. « Heureusement pour toi, je suis épuisé après ma nuit avec ta femme, alors je te fais grâce pour cette fois. » Les plaisanteries continuèrent, l'un des rares constants à Kajran, avec les longues périodes d'ennui mortel qu'elles soulageaient souvent, et la menace omniprésente des bombes en bord de route, dont personne ne parlait mais que tous redoutaient. Ils avaient eu la chance d'éviter les engins explosifs pendant les 3 heures de trajet depuis Gadamza. Les talibans étaient étrangement calmes ces derniers temps, probablement à cause de la reprise de l'offensive vers Mazar-i-Sharif, au nord, qui en cas de succès, les couperait de l'aide russe. Ironie du sort, il y a moins de 40 ans, ils combattirent les Russes, mais maintenant que les États-Unis étaient la puissance étrangère, ils s'étaient alliés à eux. Sans doute les mêmes stratèges qui planifiaient autrefois l'élimination des Afghans concevaient désormais des moyens de les utiliser contre les Américains. Pas que Faith puisse y faire grand-chose. Ses décisions se prenaient tellement au-dessus d'elle qu'elle aurait dû payer pour simplement visiter le bâtiment où elles étaient bonnes prises. Alors elle se contentait de prendre son fusil, de blaguer avec ses frères d'armes et d'attendre qu'on l'appelle pour la renvoyer chez elle. « Et toi, Bold ?» la taquina Decker avec un sourire. « Tu veux un peu de compagnie pour te réchauffer ce soir ?» Faith lui adressa un sourire bienveillant et répondit « Merci, mais je préfère les hommes. » Les autres éclatèrent de rire. Decker élargit son sourire et fit un doigt d'honneur à Faith. Elle maintint son sourire un instant avant de se retourner. Le mur de béton terne de 2 étages du camp Ghost se profilait à 1 km. Faith se détendit légèrement. Le risque de bombe s'éloignait. Les talibans ne pouvaient pas s'approcher à moins d'1 kilomètre de la base sans être repérés par les tireurs d'élite postés à chaque angle. Ils étaient de nouveau en sécurité. Elle jeta un coup d'œil à Decker qui lui sourit et lui fit un clin d'œil. Elle leva les yeux au ciel et secoua la tête, mais garda son sourire.
Decker était mignon. Pas du tout son genre de personnalité, mais assez séduisant. Elle aurait peut-être besoin d'un peu de compagnie pour se réchauffer, après tout. Vous le connaissiez ? Faith leva les yeux des photos vers Derulo et acquiesça. Oui, effectivement, je le connaissais en tout cas. Je ne l'avais pas revu depuis plus de 11 ans, mais je le connaissais. C'est le caporal Decker. Sergent-chef Decker, corrigea Derulo. Mais oui, c'est bien lui. Vous avez servi ensemble ? Oui, répondit-elle laconiquement. Quand est-il mort ? Le légiste estime que c'était avant-hier soir. On dirait qu'il a été frappé avant de pouvoir se défendre. Decker n'était pas du genre à se battre à la loyale. C'était le champion de boxe de l'unité. Ça veut dire quelque chose dans l'armée. Sans aucun doute, dit Derulo. Il soupira et s'affaissa dans son fauteuil. Alors pourquoi West s'en est-il pris à lui, juste pour vous tourmenter ? Faith se sentit coupable. Oui, admit-elle à contre-cœur. Je le pense. Bon sang, Derulo secoua la tête. Pourquoi vous ? Juste parce que Tramel n'a pas réussi à vous tuer ? Je suppose, dit Faith, mal à l'aise. Écoutez, vous savez qu'il était en Californie. Avez-vous essayé de retracer son parcours ? Si nous découvrons d'où il vient, peut-être que nous aurons une idée de sa destination. Nous y travaillons, répondit Derulo. Donc ce type n'était rien de plus pour vous, juste un ancien compagnon d'armes ? Faith savait que Derulo devait lui poser ces questions. Elle n'était pas autorisée à travailler sur l'affaire du tueur imitateur, mais elle était une personne d'intérêt puisque sa dernière victime était quelqu'un qu'elle connaissait, et le FBI savait maintenant que West était motivé, du moins récemment, par le désir de la tourmenter. Pourtant, Faith avait l'impression d'être une criminelle sous un microscope, tandis que le détective chevronné s'acharnait à la faire craquer pour lui soutirer un terrible secret. « C'est tout, dit-elle. Elle ne pensait pas qu'il était important que Derulo soit au courant de la brève liaison qu'ils avaient eue à Kajran. Comment West l'a-t-il su ? Avez-vous parlé de votre service militaire ? Comment s'est passé ton service militaire ? Faith éclata de rire en secouant la tête. C'est un peu comme demander ce que ça fait d'être au FBI. West haussa les épaules. Alors, c'était comment ? Elle secoua de nouveau la tête. Mon Dieu, par où commencer ? C'était une vraie question. Toutes les réponses qui lui venaient à l'esprit semblaient aussi réductrices que la question elle-même. Finalement, elle se contenta de dire « Eh bien, c'était sympa tant que ça a duré. »« Pourquoi ?» demanda-t-il, ignorant le sarcasme dans sa voix ou choisissant délibérément de ne pas y prêter attention. Elle se tortilla sur son siège, ne sachant pas vraiment pourquoi elle se sentait soudain si mal à l'aise. Disons qu'il y a beaucoup de choses à déballer. « Allez-y, déballez un peu », insista West. « On n'est pas pressé. Pas besoin de commencer par quelque chose de crucial. J'essaie juste de me faire une idée de qui vous êtes, et pour ça, j'ai besoin de comprendre qui vous étiez. » Faith hésita, cherchant ses mots. Elle n'avait pas envie de parler de combat. Ce n'était pas un sujet qu'elle souhaitait aborder avec un psy. Pour le reste, c'était surtout des choses que les civils ne pouvaient pas saisir. Des blagues entre initiés et des expériences uniques qui n'auraient aucun sens pour quelqu'un en dehors de l'armée. Que pouvait-elle lui dire pour satisfaire sa curiosité sans risquer de s'engager dans une conversation à laquelle elle n'était pas prête ? Eh bien, dit-elle, je me suis mise en couple avec un gars de mon unité et notre sergent nous a surpris. Il cligna des yeux, visiblement pris au dépourvu. Faith était presque aussi étonnée que lui. Qu'est-ce que ça disait d'elle qu'elle ait choisi d'éviter une conversation personnelle en racontant à West la fois où son sergent l'avait surprise en pleine action. C'était peut-être une question à garder pour une prochaine séance ? Vraiment, dit le docteur West. Ça semble intéressant. Elle pouffa. J'ai gagné le prix de la révélation la plus choquante. Oh, vous seriez surprise de ce que les gens me racontent, répondit le docteur West. Mais ce n'est certainement pas ce à quoi je m'attendais. Tu t'attendais à quoi ? Je pensais que vous parleriez de la fraternité avec vos camarades marines et de l'honneur de les avoir suivis au combat. Un marine n'a pas besoin de le dire à voix haute, répliqua-t-elle. Ça va de soi. Bien sûr, acquiesça le docteur West. Quand on part ensemble à la guerre, il se crée un lien indéfectible. Un élan de culpabilité traversa Faith. Quand avait-elle parlé pour la dernière fois à quelqu'un de la Dog Company ? Elle n'était même pas allée à la réunion des 5 ans. Évidemment, dit-elle d'une voix neutre. Parlez-moi de ce garçon, dit-il. Ou de cet homme, pardon. Elle esquissa un sourire. Non, garçon, c'est bien le mot. C'était le cliché du mauvais garçon avec un visage de poupon. Un sourire de star de cinéma, de beaux bras, des yeux bleus. Pas vraiment un amant exceptionnel, mais on se contentait de ce qu'on pouvait avoir là-bas. Tant pis pour éviter les conversations personnelles. Ce garçon avait un nom ? Elle fronça les sourcils. Bien sûr, mais pourquoi ça vous intéresse ? Eh bien, vous étiez intime. Il doit être important pour vous.
elle rit. Decker? Non, il n'a jamais été important. Je ne l'étais pas pour lui non plus. On était juste jeunes, excités et disponibles. C'est tout. Et depuis que le sergent nous a surpris, ça ne s'est plus jamais reproduit. Ce Decker était important pour toi, Faith, même si tu ne t'en rends pas compte, insista West. Tu as été intime avec lui, et même si tu as eu l'impression de ne faire que satisfaire un besoin, c'était certainement plus que ça. Tu as choisi de chercher un contact humain, et quand tu l'as fait, tu as choisi Decker. Alors pourquoi lui? Faith cligna des yeux et regarda Derulo. Pourquoi qui? Derulo jeta un coup d'œil à sa partenaire, une jeune agente nommée Chavez, qui se tenait nerveusement debout, ne sachant que faire. Faith était l'agent la plus connue et la plus respectée du bureau de Philadelphie, et Chavez sortait à peine de sa formation. Elle levait encore la main pour prendre la parole en réunion. Faith lui épargna l'interrogatoire d'un agent chevronné. « Je n'en sais rien. Je suppose qu'il s'est souvenu que j'avais mentionné ce nom une fois et a décidé de creuser. »« Combien d'autres noms pensez-vous lui avoir cités ?» demanda Derulo. Les coins des lèvres de Faith se retroussèrent. Pendant un certain temps, West était la seule personne à qui Faith se confiait vraiment. Elle lui avait parlé de beaucoup de gens, trop pour s'en souvenir. Mais elle devait faire un effort. « Je ne saurais dire exactement, » répondit-elle, « mais il y en a beaucoup. » Derulo soupira. « Merde. »« Oui, dit-elle, je sais. »« Tu pourrais faire une liste ?» demande-t-il. « Tous les noms dont tu te souviens lui avoir parlé et leur lien avec toi ? Je ne vois pas en quoi le lien serait important, puisque son premier choix s'est porté sur un type que tu n'avais pas revu depuis plus de 10 ans. C'était un ex ou quelque chose comme ça ? Non, pas d'ex, répond Faith, ce qui était parfaitement vrai. Derulo secoue la tête et se gratte le menton. Bon, on va classer ça avec le reste. Désolé, Faith. Faith esquisse un demi-sourire qui s'évanouit dès que la porte se referme. West n'était donc pas à Philadelphie, finalement. Il s'était éloigné le plus possible de la côte Est. Et maintenant, James Decker était mort. Il n'avait probablement pas pensé à elle depuis des années, et pourtant il était mort simplement parce que West savait qu'il s'était connu autrefois. Lorsque Franklin West, soi-disant psychologue mais en réalité le tueur en série, dont les crimes dépassaient largement ceux du tueur à l'âne original, avait assassiné son ami et mentor Gordon Clark, il lui avait laissé une note qui menaçait explicitement son petit ami, David Friedman, son partenaire, l'agent spécial Michael Prince, et sa fiancée, Ellie West, qui s'est avérée être l'ex-femme de Franklin West. Ellie Prince maintenant. Ils s'étaient mariés. Faith n'avait pas été invitée au mariage, principalement parce que, obsédée par sa traque du tueur en série, elle avait interprété la version initiale de Turk pour Ellie comme une preuve qu'Ellie était elle-même le tueur. Elle était certaine que West serait ici à Philadelphie et que sa prochaine cible serait David. Au lieu de cela, il avait traversé le pays et assassiné un homme auquel elle n'avait pas pensé depuis des années, anticipant probablement son raisonnement. Sauf pendant 10 minutes dans le bureau de West. Il savait que Decker ne comptait pas pour elle. Elle lui avait dit qu'il n'était qu'un souvenir amusant, rien de plus. Elle lui avait donné des dizaines de noms plus importants. Et peut-être qu'il s'en prendrait à l'un d'entre eux ensuite. Elle quitta le bureau et rentra chez elle, sentant tous les regards plantés dans son dos. Depuis sa réintégration quelques semaines plus tôt, Faith se sentait comme une étrangère. Ses collègues de longue date l'évitèrent dans les couloirs. Tout le monde la traitait comme une bombe à retardement, et le fait qu'elle ait mérité cette réputation n'arrangeait rien. Et maintenant, ça. La mort suivait Faith comme son ombre, et sans l'accueil enthousiaste de Turk à son retour, elle aurait probablement passé une nuit blanche à fixer d'un air morose son écran de télévision éteint. Mais comment ne pas sourire quand un chiot de 40 kilos vous saute dans les bras et vous lèche le visage avec exubérance ? « Salut mon grand, dit-elle. Désolée de rentrer tard, je devais parler à Derulo. Tu te souviens de lui ? Petit, cheveux teints, odeur de beignet à l'érable ? » Turk aboya et Faith rit. Il avait juste besoin de me parler. Elle n'était pas prête à en dire plus, même à Turk. « On va manger un morceau, d'accord ?» dit-elle. « Ensuite, on regardera ton film préféré, celui avec le chien qui sauve tous ses enfants. » Turk aboya joyeusement et Faith se dirigea vers la cuisine. 1 heure plus tard, elle était assise sur le canapé, Turk à ses pieds, sa queue battant l'air avec excitation, tandis qu'un Saint-Bernard descendait prudemment une pente enneigée pour secourir un bambin en pleurs. Quand le chien glissait, Turk, qui avait vu ce film au moins 50 fois et savait que le chien retrouverait son équilibre et sauverait le dernier enfant, gémissait anxieusement. Lorsque le chien déposa l'enfant sain et sauf dans les bras de sa mère, Turk bondit, aboya et hurla de joie. Faith sourit en le regardant. Il se tourna vers elle, haletant et souriant, et elle vit la dent ébréchée sur son côté gauche. Son sourire s'estompa légèrement. West avait aussi essayé de lui enlever Turk,
mais ce dernier s'était échappé et avait laissé un petit souvenir à West en partant. « Il ne t'aura pas, dit-elle. « Non, pas toi, mon grand. » Turk ne comprenait pas vraiment pourquoi Faith était soudain si sérieuse, mais il aboya en signe de solidarité et se retourna vers le film, où le Saint-Bernard recevait fièrement une médaille pour bravoure des mains du gouverneur du Colorado. Après le film, Faith mit Turk au lit. Il ferma les yeux et s'endormit presque immédiatement. Un talent qu'il avait sans doute acquis dans les Marines. Faith elle-même avait partagé cette capacité jusqu'à il y a 2 ans. Jethro Trammell avait fait en sorte qu'elle ne dorme que rarement sans cauchemar, et le sommeil n'était plus aussi facile à trouver. Ce soir-là ne ferait pas exception. Si West n'avait été au départ qu'un substitut de Trammell dans l'esprit de Faith, il incarnait désormais le mal absolu. Trammell n'était plus, mais West, lui, sévissait toujours. Il avait ôté la vie à l'un des amis de Faith et à l'un de ses anciens collègues. Elle ne doutait pas qu'il ne s'arrêterait pas en si bon chemin. Elle se remémora alors ses nombreux entretiens avec West, passant en revue les noms qu'elle lui avait confiés, qu'ils fussent importants ou non, et se mit à écrire. Les choix de Faith lui semblaient dénués de toute logique. Decker, par exemple, évoquait un bon souvenir, sans pour autant revêtir une importance particulière. « Il cherche à nous éparpiller », songea-t-elle. « Il tente de nous épuiser et de trouver la faille dans notre armure. » Elle savait pertinemment que c'était vrai, mais elle n'avait pas le choix. Il continuerait à tuer jusqu'à obtenir ce qu'il voulait ou jusqu'à ce qu'on l'arrête. Pour l'instant, ils étaient loin de mettre la main sur lui, alors le carnage se poursuivrait. Tel un maître d'échecs, il avait acculé Faith et le bureau. Il n'avait d'autre option que de jouer selon ses règles et d'espérer qu'il commette une erreur, avant qu'eux-mêmes n'en fassent une. Chapitre 2. Gina Sawyer fredonnait doucement en coupant les pommes de terre. Les Hollingsworth venaient dîner et elle préparait des côtes de bœuf accompagnées d'une purée à l'ail et de haricots verts rôtis. Contrairement aux rumeurs qui circulèrent dans le district scolaire, Gina n'éprouvait aucune attirance pour Jeff Hollingsworth. Ce n'était qu'un ami et de toute façon, sa femme Laura était un ange. Sans compter que Gina était amoureuse de son mari. Les gens avaient vraiment une imagination débordante. La sonnette retentit, la faisant sursauter. Déjà ? Bon sang, elle avait pourtant dit 17 heures. Il était à peine 15 heures. Peut-être Henry avait-il commandé un colis ? Elle se rinça les mains, les essuya sur un torchon et se dirigea vers l'entrée. En jetant un œil par le Judas, elle aperçut 2 hommes en costume noir, portant des lunettes de soleil. Elle eut un mouvement de recul, puis remarqua derrière eux une camionnette bleu marine frappée du sigle FBI. Son cœur fit un bond. Elle entrebâilla la porte et balbutia. « Bonjour, je peux vous aider ?» « Gina Burgess ?» demanda l'homme de gauche d'une voix dénuée d'émotion. « C'est Sawyer maintenant, » répondit-elle. « Burgess, c'était mon nom de jeune fille. Qu'est-ce que... De quoi s'agit-il ?»« Je suis l'agent spécial Heath Dawson, » dit l'homme. « Et voici mon coéquipier, l'agent spécial Garrett Edgley. Pourrions-nous vous parler quelques instants ? » Je suis désolée. » Gina recula d'un pas et secoua la tête, désorientée. « Que se passe-t-il ? Pourquoi le FBI est-il chez moi ? Vous souvenez-vous d'une certaine Faith Bold, madame ? » Faith Bold ? Les yeux de Gina s'écarquillèrent. « Du lycée ? » ?»« Oui, madame. Vous étiez partenaire de labo en première année de chimie. »« Faith Bold du lycée, » répéta Gina, incrédule. « Pourquoi êtes-vous là pour me parler de Faith Bold de la première année de chimie ? »« Pouvons-nous entrer ? » demanda Dawson. « Est-ce que j'ai des ennuis ? » hésita Gina. Dawson et Edgley échangèrent un regard. « Il serait préférable que nous ayons cette conversation à l'intérieur, madame, » dit Dawson. Le cœur de Gina s'emballa. Que se passait-il ? Faith Bold ? Ai-je besoin d'un avocat ? Non, madame, répondit Dawson. Soyons clairs, vous n'êtes pas en difficulté et nous ne vous soupçonnons d'aucune activité criminelle. Cependant, nous devons vous parler d'une affaire très délicate. Le cœur de Gina continuait à battre la chamade. Si elle n'avait pas d'ennui, pourquoi le FBI était-il là ? D'accord, dit-elle finalement, entrez. Elle s'écarta pour laisser passer les 2 agents. Leurs regards balayèrent immédiatement la pièce, observant et cataloguant chaque détail. Gina se sentit comme un insecte sous un microscope. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire ?» proposa-t-elle. « Non, merci, » dit Dawson. Edgley se contenta de secouer la tête. « Bien, » dit-elle. « Installez-vous dans le salon, je vous prie. »« Merci, madame, » répondit Dawson. Gina songea à lui dire de l'appeler par son prénom, mais l'idée d'entendre cette voix robotique prononcer son nom lui parut encore pire que d'être appelée « madame ». Les 2 agents s'assirent, aussi raides que leurs expressions. Gina resta debout, les bras croisés sur la poitrine. « Madame, » commença Dawson, « il n'y a pas de façon simple de vous annoncer cela.
Alors je vais être direct. Nous pensons que vous êtes la cible d'un tueur en série. Quand Gina avait 11 ans, son cousin était mort en tombant dans une bouche d'égout que la ville avait négligé de fermer. Gina se souvenait d'avoir trouvé ses parents en pleurs sur le canapé et de les avoir entendus lui annoncer que son cousin Georgie était parti au ciel. Les premiers mots qui étaient sortis de sa bouche avaient été « Mais je lui ai parlé ce matin ». Elle avait passé le reste de la semaine dans un brouillard, incapable de comprendre comment Georgie avait pu rire et plaisanter avec elle le matin même et être mort l'après-midi. Cela n'avait aucun sens. Elle avait l'impression d'être plongée dans un cauchemar dont elle ne pouvait s'éveiller. Elle ressentait le même brouillard en assimilant les paroles de l'agent. Ses jambes se dérobèrent sous elle et elle s'assit lentement, tentant de reprendre ses esprits. « Quoi » balbutia-t-elle. Elle détestait n'avoir que cela à dire, mais son esprit revenait sans cesse à ces mots, comme un vieux disque rayé qui répéterait inlassablement le même refrain. Tueur en série, tueur en série, tueur en série. Dawson et Edgely échangèrent un regard. « Connaissez-vous l'affaire du tueur copiste » demanda Dawson. Gina secoua la tête et se mit inconsciemment à se ronger les ongles, une habitude qui, ironiquement, avait disparu l'année de son entrée au lycée, l'année où elle avait rencontré Faith Bold. « dit-elle. « Le type qui découpe les gens à Philadelphie ?» Les agents échangèrent un nouveau regard. « En quelque sorte, » répondit Dawson. « Comment ça, en quelque sorte ? C'est bien ce qu'il fait, non ?» rétorqua Gina avec une pointe d'agacement. Ses sens lui revenaient, mais ce n'était guère réconfortant. Dawson acquiesça. « Nous pensons que le tueur cible certains anciens et actuels associés de Faith Bold. »« Pourquoi ?» demanda Gina. « Nous ne sommes pas en mesure de l'expliquer pour le moment. » Gina le dévisagea. « Vous me dites qu'un tueur en série brutal menace ma vie à cause d'une femme que je n'ai pas revue depuis plus de 15 ans, et vous ne pouvez pas m'en donner la raison ? » « C'est exact, j'en suis navrée, madame. »« Pardon ?» Gina se remit à ronger ses ongles et regarda par la fenêtre. Yolanda Ramirez s'affairait dans son jardin, prenant soin des hortensias, des coquelicots et des chrysanthèmes qu'elle avait plantés dans une jardinière longue et étroite que son mari Diego lui avait fabriquée quelques années auparavant. Elle aperçut Gina et lui sourit. Gina lui fit un bref signe de la main avant de porter à nouveau ses doigts à ses lèvres. « Alors, pourquoi me le dire ?» demanda-t-elle. « Le bureau est prêt à vous placer, vous et votre mari, sous surveillance jusqu'à l'arrestation du tueur, » expliqua Madame Dawson. « Nous posterons des agents autour de votre domicile pour guetter toute activité suspecte. » Gina sentit le brouillard l'envahir à nouveau. « Donc en gros, vous attendez que ce tueur... » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.